8h sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bon appétit si vous passez au petit-déj et bon courage si vous vous apprêtez à sortir, croyez-nous. N'oubliez pas l'écharpe ni le bonnet ce matin, ça pince un petit peu. Alors en dehors de la météo, car nous ne parlons pas que de ça ce matin, nous parlons également de Vaincre ou mourir. Cela vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le nom du premier film produit par le Puy du Fou. Un film qui retrace l'épopée de François Athanase Charette pendant la guerre de Vendée. À 2 jours de l'avant-première, et oui, c'est jeudi, eh bien, nous allons parler de ce film, du tournage, et puis un petit peu de tout ce qui est prévu autour, à 8h15, donc dans un quart d'heure maintenant, avec son producteur exécutif, Guillaume Allaire, qui est juste à côté et qui attend d'entrer en plateau. Nous parlons également ce matin de ce nouveau bateau acheté par l'Aiguillon La Presqu'île pour essayer de garder le contrôle sur la vase. C'est un phénomène naturel, inexorable, mais particulièrement casse-pied pour tous ceux qui ont une place dans un port qui a la particularité, ce port de l'Aiguillon La Presqu'île, d'être un petit peu en retrait de l'océan. De la musique aussi ce matin dans la matinale avec La Folle Journée tout d'abord, mais aussi le nom des premiers artistes du festival de Poupée 2023. Pour les 2 festivals, les billetteries ouvrent dans quelques jours. Un drôle de défi aussi, 24 heures de rameur en relais. Ça vous dit ? C'était ce week-end dans une salle des sports des Achats pour récolter des dons en faveur de la Ligue contre le cancer de Vendée. Nous sommes allés passer un petit peu de temps avec eux. Et puis, dans 3 quarts d'heure, nous retrouverons nos chroniques du mardi avec notamment une Colline qui est allée à la rencontre des pompiers pour parler gestes de premier secours. La météo, donc, parce qu'on a commencé là-dessus. Regardez, c'est une journée globalement similaire à celle d'hier avec ce matin des brouillards dans l'est du département. Et donc, faites attention si vous devez prendre la route. Il y a peut-être aussi quelques risques de glissade. Donc, pas trop vite, on n'appuie pas sur le champignon. Des éclaircies sur le littoral, des nuages, donc ça c'est le paramètre commun à tout le monde, et des températures qui ne montent pas très très haut ce matin. Cet après-midi, changement de carte. Les brouillards se sont levés, vous le voyez. Il va continuer à faire gris, mais le soleil devrait quand même montrer un petit peu le bout de son nez. Toujours un vent de nord-est qui accentue cette sensation de froid et des maximales qui ne devraient pas dépasser, en tout cas sur le continent, les 6 degrés. Les horaires de marée, avec une mer qui est en train de descendre, elle sera à son point le plus bas juste après la matinale, 9h20. La pleine mer, elle, logiquement, c'est 6h après et c'est en milieu d'après-midi. Les coefficients, quant à eux, remontent doucement. Si vous comptez traverser le Gois, restez quand même assez proche de l'heure de la marée basse. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour traverser. On va retrouver notre carte des marchés maintenant, marché alimentaire du mardi en Vendée. Et puisque nous sommes le premier mardi du mois, je vous propose d'aller faire un tour du côté de Vendrennes. Le rendez-vous, c'est de 16h à 19h, donc un marché d'après-midi sur le parking du Lantana. À Mortagne-sur-Sèvre, là, c'est ce matin. Ça commence dans une demi-heure jusqu'à 12h30 et c'est place Hulin. Enfin, dernier exemple, la Bruffière, si vous le souhaitez, toujours ce matin. Et cette fois-ci, c'est place Jeanne d'Arc. Pour l'éphéméride de ce 6 décembre, eh bien, nous sommes jour de la Saint-Nicolas aujourd'hui. Et en jour de Saint-Nicolas, on peut également souhaiter une bonne fête aux Collines, aux Nolan ou encore aux Nils. Le soleil n'est toujours pas debout. Non, il se lèvera à 8h35 et il se couchera cet après-midi, en fin d'après-midi, à 17h18, très exactement. On passe au journal. Et nous commençons ce journal avec cet appel à la vigilance de l'ARS Pays de la Loire. Vous l'avez sans doute entendu, les indicateurs épidémiologiques notent une reprise de la circulation du Covid-19 depuis la mi-novembre. Pour le moment, le taux de positivité en Vendée est de 31%, c'est-à-dire qu'un peu moins d'un tiers des tests effectués se révèlent effectivement positifs. 85% des personnes hospitalisées à ce jour dans les Pays de la Loire, donc à l'échelle de la région, ont plus de 65 ans. C'est un phénomène naturel bien connu des pêcheurs et des plaisanciers et contre lequel l'Aiguillon La Presqu'île a décidé d'agir. L'envasement des ports est difficilement contrôlable pour du long terme. En revanche, il peut être ralenti s'il est régulièrement nettoyé. Et c'est ce que la commune va désormais pouvoir faire avec ce bateau récemment acquis qui va être maintenant adapté au terrain aiguillonnais qui est un petit peu particulier car en retrait de l'océan. Colline Davy. L'Aiguillon La Presqu'île compte désormais un nouveau bateau.
Un achat indispensable pour ce port un peu particulier. La particularité du port de Ligonnès-Presqu'île, c'est d'être un port de retrait, qui est un port dans le fleuve le Lay, qui, évidemment, comme beaucoup de fleuves en France, sert aussi aux agriculteurs parce qu'il y a des retenues d'eau, et donc il y a des barrages sur ce fleuve. Et puisqu'il y a des barrages, il y a moins de courant, et comme il y a moins de courant, il y a le risque d'envasement, et le lit s'est restreint parce que c'est envasé, pas assez de chasse, pas assez de courant dans le fleuve. Donc ça nous oblige à avoir un entretien très particulier, et cet entretien a nécessité que je propose au conseil municipal une délibération qui nous permet d'acheter une embarcation. Et cette embarcation, la voici. Un bateau avec peu de profondeur pour accéder au plus près des bords du fleuve. S'il n'est pas encore tout à fait équipé, il pourra bientôt prendre du service. En gros, vous allez avoir à peu près où nous sommes situés, donc cette MPR, avec des tuyaux qui vont partir sur l'arrière du bateau, qui va nous permettre d'aspirer justement l'eau dans le lait, et qui nous sera restitué avec donc nos fameuses 7 barres de pression sur l'avant du bateau. Sur cette zone-là, ici il est prévu d'y mettre une sorte de trépied avec une grosse lance de pompier pour pouvoir opérer en fait sur à peu près 180 degrés du bas vers le haut et vice-versa. L'objectif est de pouvoir nettoyer les souilles car les dépôts s'accumulent à chaque marée. On a besoin de cette embarcation pour liquéfier et rechasser vers le fleuve ces dépôts. Et ça, c'est simplement une semaine. Et sans intervention, cette accumulation présente un risque pour tous les bateaux. Des bateaux qui sont en pente, et ce qui peut poser problème, c'est lorsque le flot revient, l'eau arrive à l'arrière du bateau et empêche le bateau de remonter correctement, ce qui fait qu'il finit par finir sa marée sous l'eau. Après un long voyage depuis Saint-Trojan-les-Bains en Charente-Maritime, le bateau est enfin arrivé à bon port. Il sera opérationnel avant la saison prochaine. Alors justement, puisqu'on parle de la saison prochaine, à l'autre bout de la Vendée, diamétralement opposé même, il y a Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le festival de poupées a commencé hier à distiller les premiers noms de sa programmation 2023. Le rap sera à l'honneur dans la clairière du Bois-Chabot à Saint-Laurent. Donc, on y retrouvera Orelsan, Niska, Gazo ou encore Lorenzo. Ce sera le 19 juillet. Et puis juste après, le 21 juillet, un nouveau Poupée des Rails XXL est prévu. C'est l'après-dernier, même c'est son surnom, puisque le Poupée des Rails de cet été devait être le dernier. Ce n'est manifestement pas le cas. Ouverture de la billetterie le 12 décembre. Dans un tout autre genre, mais toujours en matière de musique. C'est la Folle Journée qui se prépare aussi activement dans la région. Le festival est organisé du 1er au 5 février à Nantes et comme d'habitude, juste avant, dans le reste des départements des Pays de la Loire. Le thème retenu cette année pour cette édition anniversaire des 20 ans de Folle Journée en région, c'est Ode à la nuit. Pour la reprise de la Folle Journée après ces années Covid, il me semblait intéressant de présenter un thème transversal. Et ce thème de la nuit est un thème extrêmement riche. On peut développer de la musique classique, la musique de jazz, les musiques actuelles. Et donc ce thème me plaisait beaucoup. Et également, ce thème inspire beaucoup de compositeurs, puisque les berceuses, c'est un thème de la nuit. Vous avez les nocturnes aussi, qui sont des pièces pour la nuit. Vous avez les sérénades. Et ce thème était très riche, donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà pourquoi on a choisi ce thème si riche de la nuit. En Vendée, plus précisément, les concerts de la Folle Journée sont organisés du 27 au 29 janvier. Des concerts sont prévus sur l'Île-Dieu, à Fontenay-le-Comte, au Sables-d'Olonne, mais aussi à La Roche-sur-Yon et à Châlons. Sur des fourchettes de prix qui restent très ouverts, entre 2 et 12 euros, des prestations professionnelles, des prestations d'amateurs et une ouverture grand public sur des concerts qui sont d'une durée de 45 minutes à 1h30. Donc c'est vraiment la musique classique qui va à la rencontre de tous les publics. Et c'est vraiment l'esprit qu'on ouvre vraiment la musique classique à l'ensemble des publics. Et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles propositions, comme par exemple des concerts qui auront lieu dans les gares ou des concerts itinérants dans plusieurs villes. Mais c'est aussi un vrai succès en termes d'émulation. On a les élèves de la Maison des Arts, on a les professeurs de la Maison des Arts, on a les ensembles loisirs amateurs qui participent, l'ensemble vocal alternance, il y a l'orchestre d'harmonie et tous les jeunes qui sont aussi dans les orchestres de lycée qui vont aller se produire au Vent d'Espace. Donc c'est un moment de fête où il y a des familles qui viennent découvrir des offres de professionnels, où il y a des amateurs qui vont venir découvrir les offres amateurs aussi. Et donc voilà, c'est un très grand moment.
Et comme vous avez pu l'entendre, des concerts sont effectivement prévus dans les gares. Ce sera à La Roche-sur-Yon, au Mans et à Angers les 26 et 27 janvier prochains. Ouverture de la billetterie générale de la Folle Journée, c'est ce samedi, le 10 décembre. Du théâtre aussi dans ce journal, du théâtre de grand pour les tout-petits en quelque sorte. Sylvie Martin et Julien Petit sont artistes. Ils interviennent cette année dans les écoles de Fontenay-le-Comte pour sensibiliser à l'art théâtral. Pour intéresser les plus jeunes, la Compagnie des artisans rêveurs, c'est son nom, se déplace avec des boîtes noires un petit peu énigmatiques qui permettent de présenter leur métier aux enfants. Cyril Guillet. Où est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? Quand tu faisais le théâtre. Oui, exactement, quand j'étais au spectacle. Et il était où le spectacle exactement dans l'école ? Dans l'école. Où ça, dans l'école ? À l'intérieur. Exactement, j'avais joué ici en bas. Après s'être produite ici même au mois d'octobre dernier, la Compagnie des artisans rêveurs revient à la rencontre des élèves de l'école René Jolin. L'objectif étant de sensibiliser ce jeune public au théâtre. Pour parler du théâtre, j'ai amené avec moi un objet. Regardez, il est là. On va pouvoir aller le toucher, cet objet, et voir à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Allez, venez. Et pour faciliter l'échange et la compréhension avec les plus jeunes, la compagnie a élaboré des mallettes pédagogiques. Les mallettes pédagogiques, ce sont des petits théâtres qui ont été rêvés, imaginés, créés, exprès pour les enfants, pour leur dire tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un théâtre, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve. Vous pouvez aussi venir. Donc à l'intérieur, c'est une boîte noire avec des rideaux, des pendrillons et puis un décor et des comédiens. Les 5 écoles maternelles publiques de Fontenay-le-Comte ainsi que les sections élémentaires de l'école des Jacobins et de Bourg-en-Massé ont aussi pu bénéficier de cette action. Ça leur permet d'avoir accès au théâtre et puis à l'école maternelle on apprend à s'exprimer, ses émotions, parler, jouer. Donc ça leur permet d'aller dans ce sens-là par d'autres moyens. Et puis ils sont pris en tout petits groupes, donc ça favorise vraiment la parole de chacun. Ainsi, 488 élèves ont découvert cette mallette pédagogique. Ils ont aussi pu s'essayer au théâtre à travers de petites mises en situation. On commence avec les petites sections, on s'en va jusqu'aux grandes sections pour la maternelle et puis après on a une déclinaison de boîtes, on a 3 boîtes en tout qui représentent aussi les théâtres et les salles de Fontenay-le-Comte. Donc on a la salle des fêtes des OPS, on a le théâtre, la salle transformable avec René Cassin et on a pour terminer le théâtre à l'italienne. Ces mallettes pédagogiques seront présentées aux élèves de cycle 2 et de cycle 3. Elles pourront aussi à terme être proposées à des étudiants qui souhaiteraient en savoir plus sur l'architecture des théâtres. Quelques images également de cette cérémonie du souvenir. C'était hier matin au Poiré-sur-Vie, un hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Une cérémonie un petit peu particulière cette année puisque 2022 marque le 60e anniversaire des accords d'Évian. Accord de cessez-le-feu signé en 1962 qui prévoyait, je vous le rappelle, la fin des hostilités entre les forces algériennes et françaises. La Ligue contre le cancer de Vendée a reçu le soutien d'une centaine de sportifs des Achards ce week-end, des rameurs plus exactement, qui se sont relayés pendant 24 heures sur des machines pour récolter des dons. L'initiative d'un Vendéen en reconversion qui a monté le projet en quelques semaines à peine pour valider une partie de sa formation. Alexandre Debray. C'est le moment du relais à la boxe CrossFit Bonaparte. Toutes les 15 minutes, les sportifs échangent leur place sur les 10 rameurs de la salle. Le but, les faire tourner pendant 24 heures, un défi qui nécessite un peu d'organisation. Là, il y a 10 rameurs qui sont connectés les uns aux autres, qui sont reliés aussi à un ordinateur. Dans ce côté-là, on a fait l'espace nuit pour ceux qui se reposaient. Et enfin, on a fait une petite zone un peu cocooning, histoire de se ressourcer un peu. Pour un effort aussi long, il y en a besoin. Chaque participant remet 5 € minimum dans cette urne. Les dons sont intégralement reversés pour la Ligue contre le cancer. Outre l'enjeu caritatif, c'est également un défi physique, surtout après cette longue nuit. Physiquement, mentalement, c'est très difficile à te maintenir un bon rythme et surtout maintenir les 15 minutes d'effort à chaque fois. On n'a pas eu beaucoup de sommeil, donc je pense que là on va rentrer, on va bien se reposer et ça va faire du bien. J'ai fait ce défi pour voir mes capacités, pour pouvoir me surpasser et puis aussi pour
soutenir la lutte pour le cancer. C'est un bon moyen de se retrouver avec les copains, à passer une soirée, une bonne soirée, pour la lutte contre le cancer aussi, qui a touché aussi ma famille. Donc du coup, cause personnelle, donc non, c'est plutôt sympa. Seulement 3 semaines après avoir lancé l'idée, Julien est très content de voir cette effervescence. Près d'une centaine de personnes s'est déplacées pour se relayer sur ces machines. Ensemble, ils ont parcouru l'équivalent de la Roche-sur-Yon à Stockholm, soit 3000 km. Ça fait vraiment du bien de voir de la bienveillance autour de soi. Face à la maladie, on est tous dans le même bateau. On est tous solidaires dans la communauté CrossFit. Mais on veut, nous, à travers notre salle CrossFit Bonaparte, on cherche à montrer qu'on est aussi solidaire envers les gens qui luttent au quotidien. Au total, la générosité des participants a permis de récolter 1 233 €, le tout pour la Ligue contre le cancer. Et c'est un événement qui pourrait être reconduit l'an prochain. Complétons l'actualité du jour avec ces quelques infos météo plus détaillées que tout à l'heure pour ce matin, avec de nouveau de la prudence si vous êtes amené à prendre la voiture et si vous vous apprêtez à sortir. On a très peu de visibilité sur les routes, surtout si vous êtes dans toute la moitié est du département. Du vent aussi, c'est ce qui accentue cette sensation de froid et des températures qui, si elles ne sont pas encore négatives, on a du 0 à La Roche-sur-Yon quand même ce matin, eh bien ça pique quand même un petit peu pour les premières heures de la journée. Voilà pour le flash. On va maintenant retrouver notre invité du jour et je vous le disais dans le journal, nous allons parler cinéma, mais cinéma un petit peu particulier puisque nous sommes à 2 jours de l'avant-première au public du premier film du Puy du Fou. Guillaume Allaire, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes producteur exécutif chez Puy du Fou Film et on va parler ensemble de Vaincre ou Mourir. C'est donc ce premier film produit par le Puy du Fou. On va rentrer un petit peu dans les détails après. Je voudrais juste savoir, avant de lancer les images, comment vous vous sentez à 2 jours de cette grande avant-première pour le grand public ? Écoutez, pour nous tous, pour toute l'équipe de Puy du Fou Film et tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de ce projet, c'est une forme d'excitation, puisque depuis 45 ans, nous faisons du spectacle. C'est notre premier film qui sort au cinéma dans 2 jours. Donc, il y a une forme d'inattendu. Tout peut se passer. En tout cas, une vraie fierté d'avoir mené ce projet jusqu'au bout avec la sortie de notre film Vaincre ou Mourir. Un petit peu comme à la veille du lancement d'une nouvelle animation dans le parc, finalement. Plus encore, parce que... Plus intense. Plus encore parce que le spectacle maintenant, voilà, c'est bien sûr c'est notre projet, c'est notre produit phare, le spectacle. Mais le cinéma, voilà, ce sont nos premiers pas dans le cinéma et donc tout peut arriver. Voilà. Alors justement, ces premiers pas, on va les découvrir ensemble. On va demander à Antoine de nous diffuser un tout petit extrait. Ce n'est pas même la bande-annonce du film Vaincre ou Mourir, on appelle ça un teaser. Donc c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce film dont l'avant-première est prévue jeudi. On regarde. Dans ma famille, on paie l'impôt du sang depuis des siècles. On doit s'en acquitter avec panache. Je veux être cet homme-là. Je veux être l'homme du panache. Voilà pour cet aperçu donc de Vaincre ou Mourir. C'est très très court mais en même temps très intense. On a compris, on suit l'épopée de Charette dans la guerre de Vendée. Quelle est la part, si on se met un petit peu côté coulisses, quelle est la part dans le tournage de ce qui a été fait au sein du Puy du Fou, en Vendée et dans le reste du monde ? Alors, l'essentiel du tournage a eu lieu au Puy du Fou. Je pense que plus de 80% des plans, des séquences ont été tournés au Puy du Fou, tout simplement parce que le Puy du Fou offre une palette de services et de compétences assez inouïes, même en France. Des décors, des costumes, des animaux, des cascadeurs. Vraiment toute la force de frappe du Puy du Fou a été mise au service de ce premier projet de production cinématographique. Mais c'était également très important pour nous de tourner la geste épique de Charette en Vendée, sur les lieux mêmes où l'histoire s'est tramée il y a 2 siècles de cela. Donc le Puy du Fou bien sûr, mais également la Chaboterie, le refuge de Gralat, le littoral vendéen, les chemins creux du bocage. Il y a des scènes de bocage, voilà, exactement. Donc là, c'est du bocage vendéen. Exactement, c'est dans le bocage vendéen, c'est dans des lieux que les
les curieux les plus avertis sauront reconnaître. Ils pourront ensuite se rendre sur les scènes du tournage. Mais voilà, quel lieu plus symbolique pour tourner ce film Vaincre ou mourir que la Chaboterie, puisque Charette a été capturée dans les bois de la Chaboterie. Les scènes de littoral, puisque c'est là où Charette lui-même s'est retiré à certains moments de la guerre de Vendée. Donc voilà, il y avait une force symbolique dans les lieux mêmes que les équipes du tournage, que les comédiens eux-mêmes ont pu sentir, puisqu'ils découvraient cette histoire pour la plupart, et ils ont vu à quel point en fait la force du lieu pouvait donner aussi une force dans leur interprétation même. Voilà. Et le choix justement des acteurs, qui a eu son mot à dire? Parce que effectivement, vous le dites, ils ne connaissaient pas forcément l'histoire de Charette. Celui qui incarne Charette, c'est Hugo Becker, qu'on a vu notamment dans Je te promets, si les téléspectateurs connaissent le feuilleton. Alors, comment le film lui est arrivé entre les mains? Alors vous savez, le film est d'abord porté par un producteur, donc en l'occurrence Puy du Fou Film. Le projet était initié au début avec Canal+, qui nous a fait confiance pour ce premier projet. Et puis ensuite, nous avons choisi un réalisateur, Paul Mignot, à ses côtés un scénariste et co-réalisateur, Vincent Mottez. Et c'est le travail du réalisateur de constituer son casting, son équipe de comédiens, bien sûr en parfaite coordination avec Puy du Fou Film. Et la figure de Hugo Becker s'est imposée assez naturellement à nos yeux comme un parfait Charette, puisque Hugo a une manière d'interpréter ses rôles très personnels, très intenses. Il s'est tout de suite approprié cette histoire. Il sortait d'une fiction, d'un tournage historique, donc il maîtrisait les codes des films d'époque. Il s'est également impliqué avec beaucoup d'intensité, une fois encore, sur les répétitions de combats, de cascades équestres. Et puis tout simplement, cette histoire méconnue l'a profondément touché, comme beaucoup d'autres comédiens, et il se l'est approprié à part entière. Autour de lui, beaucoup de figurants également. On retrouve là des Vendéens. Alors, des Vendéens, les équipes du Puy du Fou, nos cascadeurs, encore eux, voilà, étaient présents. Ça aussi, ça a été une rencontre entre les cascadeurs de spectacle du Puy du Fou et les comédiens. Tous, d'ailleurs, autant les comédiens que les cascadeurs ont pu apprécier cette rencontre un peu inédite. Et puis, bien sûr, voilà, en fonction des lieux où nous étions, voilà, les Vendéens en premier plan. Ouais. Ce n'est pas forcément facile de tourner au Puy du Fou l'été. En même temps, vous êtes servi parce que là, on est plutôt sur saison automnale, voire hivernale, sur cet épisode avec Charette. Exactement, oui. Le tournage a été réalisé en mars dernier, en un temps record. Donc juste avant, pour nous, l'ouverture du parc. On a terminé le tournage, les répétitions du Puy du Fou commençaient en vue d'ouvrir la saison 2022. Donc c'était un créneau parfait. Et puis qui correspond un petit peu aussi à l'histoire, puisqu'on parle de l'embrasement qui a lieu en mars 1793. En gros, on se concentre sur l'histoire de Charette de mars 1793 à mars 1796. Et la plupart des séquences sont tournées même dans des conditions météorologiques similaires à ce qu'elles ont pu être à cette époque. C'est vrai que les personnes qui sont habituées, il y en a beaucoup qui nous regardent, qui sont habituées au Puy du Fou, vont forcément penser aussi au Dernier Panache. On retrouve même visuellement des codes que vous évoquez dans ce film. Exactement, en fait. Donc je veux dire, de la scène à l'écran, il y a un pas qui peut paraître assez naturel. Pour nous, c'est toujours le même objectif, raconter des belles histoires qui touchent le cœur des gens et qui sont inspirées de la grande histoire. Et quoi de plus naturel pour nous que de s'inspirer d'un de nos spectacles phares, le Dernier Panache, qui a déjà reçu de nombreuses récompenses à l'international, qui a été applaudi par plus de 12 millions de spectateurs du Puy du Fou. Et donc c'est une déclinaison naturelle d'une figure, d'une personne qui nous est chère, Charette, et d'un spectacle qui est déjà un succès. Vaincre ou mourir, donc alors j'ai compté, il y a beaucoup de salles qui vont faire cette avant-première, ouais. C'est jeudi, on en a 15, il me semble, en Vendée. Vous allez pouvoir retrouver la liste, voilà, alors elle s'affiche à l'écran. Très très rapidement, on a Esnay, on a Bretignolles, on a Chaland, je vais en sauter, on va à Jars-sur-Mer, on a Luçon, Les Sables évidemment, La Roche-sur-Yon, et aussi plein d'autres villes en région, enfin dans le reste des Pays de la Loire, pour essayer de partager cette histoire. Il y aura alors, si ce n'est une suite, non, mais en tout cas, il y a d'autres projets cinématographiques. Oui, il y a d'autres projets. Je veux juste revenir sur cette avant-première. Effectivement, c'est assez inédit, puisqu'on le film va être projeté dans toute la France sur 227 écrans.
Certaines salles même font plusieurs projections. Et bien sûr, entre guillemets, le centre de gravité de ces avant-premières, c'est la Vendée et la Vendée militaire. Donc vous avez cité ces 15 salles en Vendée, mais il y en a aussi dans les Mauges, il y en a aussi en Pays de Ré. Donc on a voulu volontairement, à la fois parce qu'on sait que l'histoire vient de ces lieux, mais aussi les gens qui sont attachés à cette histoire pourront ainsi facilement aller voir en avant-première, comme des ambassadeurs, ce premier film du Puy du Fou. Naturellement, nous n'allons pas nous arrêter là et nous avons d'autres projets qui sont en train d'être finalisés. Et on en reparlera. Merci Guillaume Allaire d'être venu sur le plateau de la matinale. On va marquer une courte pause et on fera le jeu et bien sûr la séquence prochaine. Vous ne bougez pas. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur Vaincre ou Mourir, eh bien c'est jeudi, l'avant-première. Notez-le. À tout de suite.